au cours du webinaire. Utilisez plutôt le volet Q et R pour poser vos questions. J'y répondrai à l'issue du webinaire par écrit. Assurez-vous aussi, lorsque vous déposez votre question, que vous avez bien une adresse mail qui est identifiée, auquel cas je ne pourrai pas répondre à vos questionnements. Je vous propose d'attendre encore quelques minutes pour laisser arriver les personnes qui auraient quelques minutes de retard. Et puis, on va commencer assez vite, sachant qu'effectivement, l'intervention est assez dense et que je voudrais laisser un temps d'échange pour les questions-réponses en fin d'intervention. Bonjour à vous tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire. Je vous propose de lancer
cette intervention. Nous laissons effectivement les retardataires arriver au fur et à mesure. Donc, ce webinaire va vous présenter les titres professionnels et les engagements que vous prenez, les règles que vous avez à respecter dans ce cadre-là. En préambule de ce webinaire, de cette intervention, je vais transmettre la parole à Madame Antoine, chef du département des certifications, si elle veut bien lever la main pour que je puisse lui ouvrir le micro. Merci Isabelle. Tu as le micro est ouvert, Isabelle. Normalement. Là. C'est bon, est-ce qu'on m'entend? Tout à fait. Oui, bonjour. Est-ce que la caméra, tu peux l'activer? Parce que là, pour Oui, l'instant, je peux. oui, oui, oui. Voilà, comme ça au moins. Hop, voilà. Voilà, Là, ok. normalement, tu as la main. D'accord, merci. Bon, merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Isabelle Antoine, chef du département certification depuis mars de cette année. Le service des titres professionnels fait partie du département certification, d'où ma petite introduction. Alors déjà, donc, pour pas perdre trop de temps, en quelques propos liminaires en introduction. Donc, la politique de certification professionnelle du ministère du Travail est la plus importante de l'État en volume pour les publics adultes, avec par an plus de 150 000 titulaires de titres professionnels, contre 130 000 en 2020. On voit bien que ça augmente, pour près de 190 000 candidats. Avec un taux de, vous voyez bien, donc un taux de réussite assez élevé. 76% d'entre eux sont titulaires d'une certification professionnelle de niveau 3 ou 4, donc de niveau infra-bac ou bac. On voit bien que c'est quand même la majorité. La détention d'une certification professionnelle est un élément donc essentiel de positionnement sur le marché du travail. Les titres professionnels appuient les politiques de l'emploi avec un taux d'emploi, par exemple, à 6 mois de 67% pour les titulaires en recherche d'emploi. Contribue activement à la politique de reconversion professionnelle et de professionnalisation, également soutiennent la politique d'apprentissage. Donc, le nombre de demandes d'agrément pour délivrer des titres professionnels est également en augmentation. En Île-de-France, on a un nombre très important d'agréments. Je n'ai plus les chiffres en tête. Catherine, tu peux peut-être me le redire, le nombre de titres professionnels qu'on a délivrés en 2024. C'est de l'ordre de 1500, non? 1200? Excuse-moi, tu disais? Oui, le nombre de titres professionnels qu'on a délivrés en 2024, c'était de l'ordre de plus de 1200, quelque chose comme ça. Ah, en termes de candidats? En termes de nombre Ah, d'agréments. d'agrément, c'est plus de 2000. Oui, c'est ça, plus de 2000, donc c'est énorme. Euh, une récente campagne de contrôle de la Caisse des dépôts et de consignation réalisée dans le cadre du compte personnel de formation, a fait un constat, bien sûr, de quelquefois de certaines irrégularités ou d'insuffisances, etc., parfois voire de fraude. Et je veux dire, ce nombre d'agréments en augmentation, bien entendu. Il y a eu également une mission IGAS qui a été demandée par la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin, qui donc a dépêché une mission IGAS en avril 2025 pour éditionner plusieurs DREETS et DRIETS, enfin la DRIETS et DREETS, des unités départementales et des DETS, donc au niveau national. En Île-de-France, on a été auditionné en mai 2025 sur différents points, dont les agréments, l'habilitation des jurys, etc. Et une partie aussi, ça concernait les contrôles
à réaliser. Donc, la mission IGAS insiste sur les contrôles à faire sur les titres professionnels, l'organisation des sessions d'examen. Pour renforcer donc, ces contrôles qui se font sur place et de façon inopinée, eh bien, j'ai mis en place une cellule de contrôle au sein du département certification parce qu'on est trois inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, et pour appuyer les contrôles qui sont déjà réalisés par Catherine Bouette et son équipe et par les UDDETS, mais pour renforcer aussi cela. Ça sera bien sûr en plus de nos missions, moi en plus de ma casquette de chef de département certification. Donc, dans ce cadre-là, je vais également présenter les deux autres inspecteurs qui font partie qui font partie du département certification et qui seront amenés aussi à contribuer à réaliser des contrôles sur les titres professionnels. Laurent, est-ce que tu es connecté? Si tu peux lever la main, que je te puisse te Et puis donner Timorine. accès à la Voilà. caméra et au micro. Donc, juste avant que Laurent, tu lui donnes l'accès, etc., je voulais juste terminer. Donc, les contrôles. Bien sûr, il y a également des contrôles sur pièce qui se rajoutent aux contrôles sur place de façon inopinée, mais des contrôles sur pièce qui se font sur la base de convocation d'organismes de formation et de CFA. Et également, pour terminer, les contrôles des titres sont désormais, les contrôles du département certification, dont aussi les contrôles des organismes de formation dans le cadre des titres professionnels, sont désormais dans le programme régional d'inspection et de contrôle d'Île-de-France. Et ces contrôles peuvent donner lieu à des recommandations, à une suspension d'agrément, voire retrait d'agrément. Donc voilà, et je laisse la parole à Laurent Sanders pour qu'il se présente rapidement, et ensuite à Timorine Mafuta pour qu'elle se présente aussi rapidement. Et ensuite, on te laisse poursuivre, Catherine. Merci. Merci. Laurent? Ah, Laurent, ton micro n'est pas activé. Tu as la main pour le faire. Tu as activé ton micro? Non, Il n'arrive pas à activer son micro? effectivement. Bon, je vais le présenter. Laurent Sanders, qui est arrivé le mois de début mai et qui est chef du service des professions paramédicales au sein du département certification. Vous Et m'entendez? qui... Ah, bah Ah, voilà. ça y est. Donc, Ah c'est Oui, oui, bon. merci Voilà. Isabelle. Voilà, le micro est activé. Bonjour à toutes et à tous, Laurent Sanders, donc inspecteur de l'action sanitaire et sociale, récemment arrivé effectivement depuis le mois de mai en tant que chef de service des professions paramédicales. Je contribuerai à ces contrôles pour les agréments des titres professionnels. Voilà, je te laisse la suite, Isabelle. Euh, non, c'est Timorine. Oui, pardon. Est-ce que Timorine s'est connectée? Est-ce qu'elle a la main? Et il faudrait qu'elle lève la main pour que je puisse débloquer son micro et sa caméra. Elle a peut-être eu un souci de connexion, Timorine. A priori, elle n'est pas présente. Ah, bon, tant pis alors, donc c'est pas grave. Timorine Mafuta, qui est responsable de filière soins, donc c'est les infirmières, les diplômes d'infirmiers et les spécialités d'infirmiers, et qui fait partie du service des professions paramédicales, Laurent Sanders, et qui est également, elle, issue du corps de l'inspection sanitaire et sociale. Voilà. Merci Merci. beaucoup, Isabelle et Laurent, pour votre intervention. Je pense que du coup, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet concernant les titres professionnels. Je vais partager avec vous
le support. Alors, hop, partager. Voilà. En principe, vous devez voir mon écran. Là. Donc, une première diapositive pour vous présenter la répartition des activités sur les titres professionnels entre les équipes au niveau régional, donc le service des titres professionnels, et les équipes au niveau départemental, portées au sein des unités départementales ou des directions départementales de l'emploi du travail et des solidarités. Donc, vous voyez, concernant l'UR, une double activité sur les titres professionnels. D'une part, le traitement des demandes d'agrément et d'autre part, le contrôle des plateaux techniques et de la réalisation des sessions d'examen. Comme vous l'a mentionné Isabelle Antoine tout à l'heure, ces contrôles pourront être réalisés par le service des titres professionnels, donc l'ensemble de l'équipe, accompagné et complété par l'équipe des 3 inspecteurs qui vous ont été présentés tout à l'heure. L'activité des services départementaux est beaucoup plus large et traite aussi bien des demandes d'adaptation des sessions d'examen aux personnes en situation de handicap. Elle assure aussi la validation des sessions d'examen une fois que celles-ci se sont déroulées. C'est aussi ces services qui font la demande des impressions des diplômes et de l'ensemble des documents liés aux résultats des sessions des examens. Ces services habilitent les membres de jury et assurent aussi le contrôle du déroulement des sessions d'examen. Donc, sachez bien différencier effectivement l'activité des uns et des autres. Cela permet un échange plus efficace. Et donc, les services départementaux sont liés à l'adresse de votre plateau technique. Si vous avez plusieurs plateaux techniques, en fonction du plateau concerné, il faut vous adresser à tel ou tel service départemental. À la fin de cette présentation, je vous rappelle les adresses mail de chacune de ces structures. Donc, pour lancer ce webinaire, le rappel qu'effectivement, autour des titres professionnels, au sein des organismes, donc au sein de vos structures, il y a 2 acteurs principaux. D'une part, le responsable de l'organisme et le responsable de session, ainsi que ses suppléants. Je vais par la suite détailler les responsabilités que prennent ces 2 acteurs. Attention, du fait des responsabilités de ces 2 types d'acteurs, il est important que dans CERES, donc l'applicatif que nous utilisons et que vous utilisez, il est important que leurs coordonnées soient à jour. Soyez vigilants sur ce point. Il arrive de temps à autre que nous cherchions à contacter l'un ou l'autre de ces acteurs et que nous n'y arrivons pas parce que les coordonnées ne seront pas à jour, voire parfois les noms des personnes n'ont pas été mis à jour quand il y a notamment des mouvements de personnel dans les organismes.
Les rappels, les formateurs ne doivent pas entrer en contact avec les candidats ou les membres de jury lors de la session d'examen. C'est pour cela que nous n'enregistrons pas de contact des formateurs, puisqu'effectivement, l'activité sur les titres professionnels porte exclusivement autour des sessions d'examen, pas sur le volet formation. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, le responsable de l'organisme s'engage, bien évidemment, sur le respect de la réglementation qui régit les titres professionnels. Je viendrai tout de suite après sur l'identification de ces éléments réglementaires et notamment des textes qui les régissent. Sur la qualité du dossier de demande d'agrément, et vous verrez que c'est important, sur la qualité des informations saisies dans l'applicatif CRS, et là aussi je ferai un rappel sur l'importance que ça peut avoir, la transmission des résultats de la session d'examen, ainsi que la conservation et la destruction des documents liés à la session d'examen. Je vais détailler tout ça par la suite. Concernant le responsable de session, il est, pour ce qui le concerne, garant de l'information transmise au candidat sur les possibilités d'adapter la session d'examen si la personne est en situation de handicap et a une mention avec une prescription médicale. Il est important que cette information circule et ceci en amont des sessions d'examen. Il est garant de la préparation de la session d'examen dans ses différentes dimensions, et là aussi je vais détailler tout à l'heure, du bon déroulement de la session d'examen conformément à la réglementation, ainsi que de la transmission des informations à l'issue de la session d'examen auprès des différents acteurs concernés et notamment auprès des services départementaux dont vous dépendez. Plusieurs droits de candidats sont à respecter. D'une part, le fait que tout candidat ayant suivi une formation à un titre professionnel et notamment ayant mobilisé pour ce faire un financement par le biais de son compte personnel de formation, doit pouvoir être présenté à minima à une session d'examen. Et c'est même potentiellement à 3 sessions d'examen, puisqu'effectivement, un candidat issu d'une formation sur un titre professionnel doit avoir la possibilité de passer jusqu'à 3 sessions d'examen dans les 12 mois qui suivent son temps de formation. Voilà, son temps de formation. Alors, ça peut être des sessions titres, comme des sessions CCP si la personne se trouve dans une situation de réussite partielle. Mais ayez à l'esprit effectivement que un candidat peut exiger de votre organisme que vous le présentiez dans les 12 mois à au moins 3 sessions d'examen s'il est dans le cas de figure qui lui nécessite 3 sessions pour obtenir son titre. De plus, un candidat qui se présenterait à vous comme candidat par le biais de la VAE ne peut être refusé. C'est un dispositif qui est en train de monter en puissance, donc il est important que vous ayez cette information à l'esprit. En effet, même si vous avez, lors de la demande d'agrément, mentionné que vous n'acceptiez pas des candidats issus d'autres organismes de formation, le candidat VAE n'est pas issu directement d'une formation puisqu'il valorise les acquis de l'expérience. Donc, vous êtes dans l'obligation d'accepter sa candidature et de l'intégrer. Après, ça peut être à vos conditions, notamment conditions financières.
Mais ayez effectivement à l'esprit ces différents éléments. Ils sont importants et on a encore trop souvent des difficultés avec certains organismes qui font des blocages sur ces deux points ou sur l'un de ces deux points. Sachant aussi derrière, et ça on peut l'entendre, qu'il puisse y avoir des soucis de financement, donc anticiper ces situations. Je reviens dans le détail sur le rôle du responsable de l'organisme. Donc, le responsable de l'organisme s'engage tout d'abord sur le respect de la réglementation qui régit les titres professionnels. Je vous l'ai déjà mentionné. Sur la qualité du dossier de demande d'agrément, et on verra tout à l'heure en quoi c'est important. Sur la qualité des informations saisies dans l'applicatif CERES, sur la transmission des résultats de la session et sur la conservation et destruction des documents liés à la session d'examen. Donc, pour entrer un petit peu plus dans le détail de chacun de ces points. Voici le rappel des différents textes qui régissent les titres professionnels. Ils ne sont pas très nombreux, donc prenez le temps de les identifier et de les lire et de vous y reporter aussi souvent que nécessaire. Donc, vous avez tout d'abord le Code de l'éducation dans ses articles R338-1 à R338-8. Vous avez ensuite 4 arrêtés. L'arrêté du 22 décembre 2015 sur les conditions de délivrance du titre professionnel. Les 2 arrêtés du 21 juillet 2016 portant pour l'un sur les modalités d'agrément des organismes et sur l'autre sur le règlement des sessions d'examen. Et le dernier arrêté en date du 1er octobre 2024 qui modifie celui du 21 juillet 2016 concernant les modalités d'agrément des organismes et qui porte particulièrement sur le point des conventions de partenariat entre organismes formateurs et centres d'examen. J'attire votre attention sur le fait que le non-respect de ces textes peut entraîner l'invalidation d'une session d'examen, voire une suspension de l'agrément, voire un retrait d'agrément. Donc, les conséquences peuvent être importantes aussi bien pour vous que pour les candidats que vous emmenez en session d'examen. D'où la vigilance à avoir du minimum de connaissances du contenu de ces textes. Je vous signale d'autres documents et ressources que vous pouvez mobiliser autant que de besoin. Tout d'abord, le référentiel d'évaluation du titre professionnel sur lequel vous intervenez. Il est important de les maîtriser, aussi bien dans la phase de demande d'agrément qu'ensuite pour la mise en œuvre des sessions d'examen. Je vous ai mis le lien pour accéder à ces référentiels. Vous avez des webinaires régulièrement organisés par l'AFPA sur la présentation des nouveaux millésimes des titres professionnels. Là aussi, je vous ai mis un lien pour avoir l'information sur les dates d'organisation de ces webinaires. Ils sont mentionnés dans un petit journal qui s'appelle L'avis du titre professionnel que vous trouvez en bas de page du site des responsables de session. Vous avez l'ensemble du site responsable de session que vous pouvez bien sûr consulter et utiliser autant que nécessaire. N'hésitez pas aussi à consulter le site du ministère qui s'appelle Les titres professionnels et qui a un certain nombre de renvois vers différents documents et vers les textes réglementaires.
Et puis, vous avez aussi le site de la DRIEETS. Je vous en ai donné le lien qui vous met à disposition, comme vous le voyez, l'image sur le côté, un certain nombre de liens et qui va continuer à s'enrichir de manière à en faire un espace ressource de plus en plus important pour vous et qui puisse que vous puissiez y trouver les réponses à vos questionnements principaux. Donc, en quoi la qualité du dossier de demande d'agrément est importante? Tout d'abord, actuellement, nous avons un très grand nombre de demandes d'agrément et donc ce qui entraîne des délais de traitement qui se sont très fortement accrus puisqu'ils sont passés d'environ 3 semaines à aujourd'hui quasiment 3 mois. Bien évidemment, un dossier mal rempli ou incomplètement rempli implique des allers-retours entre vous et nous, ce qui retarde d'autant le traitement des dossiers nouvellement déposés. D'où effectivement l'importance d'une qualité dans le dossier initialement déposé. Pour essayer de fluidifier le traitement et la prise en compte de ces demandes d'agrément, nous allons, à compter de juillet 2025, donc à partir d'aujourd'hui, mettre en place de nouvelles règles. Des règles qui vont conduire à un refus des dossiers. Alors, notamment lorsque ces dossiers présenteront une organisation de session qui ne respectent pas les épreuves et leur durée. D'où l'importance de vous référer systématiquement au référentiel d'évaluation du titre professionnel pour lequel vous faites une demande d'agrément et d'en avoir une lecture fine. Vous avez énormément d'informations qui sont mentionnées dans ces référentiels. Elles ne sont pas toutes forcément excessivement visibles, mais d'où une attention fine de ce document. De même, nous serons amenés à refuser des dossiers qui seraient déposés avec des justificatifs non valables concernant l'accès aux locaux. Par exemple, une facture de location ou une quittance n'est pas un justificatif d'accès aux locaux, puisqu'il donne un justificatif d'utilisation des locaux sur un temps qui est échu. Donc, effectivement, il faut que vous projetiez, que vos justificatifs projettent l'accès aux locaux, notamment sur les dates des sessions d'examen que vous envisagez. De même, nous serons amenés à refuser un dossier pour lequel le plateau technique n'apporterait pas les photos justifiant la capacité d'accueil au regard du nombre de candidats, du nombre de jurys que vous souhaitez mettre en place, comme n'indiquant pas et ne mentionnant pas la mise à disposition de l'ensemble des équipements qui sont exigés par le référentiel. Et puis, autre règle, nous serons amenés à classer sans suite des dossiers pour lesquels nous ferions des demandes de modification et dans la mesure où ces modifications ne seraient pas apportées dans un délai de 3 semaines. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de dossiers pour lesquels des demandes de modification ont été faites il y a 1 mois et demi, parfois même 2 mois, voire plus, qui traînent et qui encombrent finalement la gestion de traitement des demandes d'agrément. D'où effectivement cette prise de décision. Si vous ne modifiez pas votre dossier dans le délai de 3 semaines, il sera classé sans suite. Autre point important, la qualité des informations saisies dans CRS.
Cette qualité d'information porte sur plusieurs points. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, sur les coordonnées des différents contacts, le responsable de l'organisme, le responsable du plateau technique et le responsable de session, ainsi que ses suppléants, son ou ses suppléants. Mais ça concerne aussi la création des fiches candidats. Quand vous créez une session d'examen, vous enregistrez des candidats et donc vous devez remplir ces fiches. Nous avons trop souvent encore des fiches qui comportent des erreurs et pour lesquelles il faut faire des rectifications qui sont très gourmandes en temps et qui doivent être assurées par les services départementaux. Donc, cette vigilance doit porter sur plusieurs points. D'une part, le fait qu'il n'existe pas déjà une fiche pour ce candidat-là. Il peut y avoir parfois des fiches avec une petite erreur sur le nom, sur le prénom. Donc, appuyez-vous aussi sur les dates de naissance, les lieux de naissance, l'ensemble des informations qui vous permettent de bien identifier la personne, le candidat, et de manière à vous assurer de ne pas créer de doublons, voire de triplons de fiches qu'il faudra ensuite fusionner, ce qui là aussi est une opération un petit peu complexe. S'assurer régulièrement de la validité de l'adresse du candidat, de son enregistrement dans CRS et d'alerter aussi les candidats sur le fait que leur nom doit apparaître sur les boîtes aux lettres. Cette démarche doit être faite, bien évidemment, en début de formation, en cours de formation, comme à la fin de la formation et au début de la session d'examen. C'est important, un candidat peut être amené à changer d'adresse, il n'y a aucun souci là-dessus, mais pensez à ce moment-là à reporter l'information dans CRS. C'est particulièrement important parce que l'adresse enregistrée dans CRS sera utilisée, ou en tous les cas est utilisée actuellement pour transmettre les documents issus du résultat des sessions d'examen au candidat et notamment son parchemin, donc son certificat, ou son livret de certification s'il est en réussite partielle. Donc, c'est important que vous soyez vigilant sur cette situation, sur l'enregistrement de ces adresses et sur l'alerte que vous avez à faire auprès des candidats sur la mise à jour de ces informations. De la même façon, lorsque vous inscrivez un candidat sur une session d'examen, soyez vigilants sur les possibles homonymes ou presque homonymes. Parfois, il y a une confusion qui est faite entre un candidat et un autre, parce que sur le nom de famille, il y a une lettre qui change. Donc, quand vous rattachez des candidats à une session d'examen, soyez vigilants à rattacher le bon candidat. Effectivement, si une erreur est commise sur cet aspect-là, et ceci après la validation de la session d'examen, ben, ça signifie qu'un parchemin potentiellement a été adressé à un candidat qui n'est pas titulaire du titre, qu'il faut essayer de récupérer ce parchemin et qu'il faut débloquer la session d'examen pour mentionner le bon candidat et redemander une impression de son parchemin au candidat qui a effectivement passé les épreuves. Donc, effectivement, vous voyez les conséquences que ça peut avoir. C'est important que vous soyez vigilants sur ce fait. De même, soyez vigilants sur le contenu, je dirais, de la session d'examen, de savoir s'il s'agit d'une session d'examen titre ou sur une session d'examen CCP. Et si c'est une session d'examen CCP et que vous avez des candidats
que vous inscrivez sur ce CCP, qui arrive en fin de parcours pour obtenir le titre dans sa totalité, soyez vigilants, mentionnés de manière à ce que sur les PV, il puisse être mentionné la case de l'entretien final et que les membres du jury soient alertés sur le fait que ce candidat doit effectivement passer l'entretien final. C'est important que cette case soit cochée sur l'enregistrement des résultats de la session, puisque c'est ce qui va permettre de lancer ensuite l'impression de l'obtention du titre professionnel, si tel est le cas. Le rôle est important donc du responsable de l'organisme aussi dans la transmission des résultats de la session d'examen. Il doit effectivement, théoriquement, les résultats de la session d'examen doivent être enregistrés par CERES, enfin sur CERES, pardon, avant l'édition des PV. Donc, en fait, les PV qui signent les membres du jury et le responsable de session sont des PV déjà remplis avec les résultats de la session d'examen. Le PV général et les PV individuels doivent ensuite être transmis au service départemental au plus tard dans les 15 jours qui suivent la fin de la session d'examen. Exception faite des titres de transport qui, eux, doivent être transmis dans les 5 jours. Ces PV peuvent être transmis en format numérique via France Transfert. Hop. Et là aussi, potentiellement des modifications pourraient être apportées prochainement, mais on vous en tiendra informé. Et seuls les résultats validés par le service départemental peuvent faire l'objet d'un affichage et d'une transmission des résultats aux candidats. C'est important de ne rien transmettre en amont car effectivement, le service départemental peut être amené à invalider une session d'examen. Donc, vous aurez transmis une information qui sera potentiellement contredite par le service départemental, ce qui génère des incompréhensions par la suite. Exception faite pour une partie des résultats de la session d'examen de titre professionnel du transport, où sur la première partie, les informations doivent être transmises aux candidats parce qu'ensuite, ils ont un délai court pour repasser l'épreuve avant d'être inscrits sur les épreuves finales du titre professionnel. Donc, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, il est possible qu'au cours du second semestre de l'année 2025, des modifications soient apportées dans les modalités de transmission des PV aux services départementaux. Bien évidemment, si ces modifications sont mises en place, vous en serez tenu informé. Cela va de soi. Concernant la conservation et la destruction des documents qui sont liés à la session d'examen, le responsable de l'organisme a aussi pleinement sa responsabilité. D'une part, il doit détruire les sujets d'examen aussitôt la session terminée. L'ensemble des sujets doivent être récupérés par l'organisme à l'issue de la session. Donc, ça signifie que vous devez vous assurer que les candidats ne partent pas avec le sujet de l'épreuve. Il est important que les sujets soient récupérés à la fin de chacune des épreuves. Les PV doivent être, eux, transmis, donc, comme je vous l'ai dit, au service départemental. Ils doivent être conservés
pour une durée de 5 ans. Donc, vous transmettez l'original au service départemental et vous gardez une copie des PV général et individuels. Vous les gardez pendant 5 ans, ainsi que les fiches individuelles d'évaluation. Nous pouvons être amenés à vous demander de nous envoyer une copie de ces fiches individuelles, notamment lorsqu'il y a des recours lancés par des candidats, des contestations de candidats sur les résultats de leur session d'examen. Donc, c'est important que vous les gardiez à disposition. Les dossiers professionnels, eux, en revanche, sont la propriété des candidats. Ce qui signifie que si vous souhaitez en garder quelques-uns ou garder la totalité, vous devez explicitement demander l'autorisation auprès des candidats de garder un exemplaire, voire un double, une copie. Voilà. Mais donc, rappelez-vous effectivement que ces dossiers professionnels sont vraiment la propriété du candidat et non celle de l'organisme. Donc, comme je vous l'ai indiqué, les sujets d'examen doivent être détruits à l'issue de la session d'examen. Et de manière plus générale, l'ensemble des documents de DTE qui ne seraient pas utilisés, notamment parce qu'une session d'examen a été annulée, quelle que soit la raison de cette annulation, ces documents doivent être soit retournés à l'expéditeur, soit détruits sans qu'il y ait ouverture des plis. C'est important. Concernant le responsable de session, alors vous allez voir que le responsable de session porte une très grosse responsabilité, d'où son nom, sur l'organisation amont, pendant et aval de la session d'examen. Donc, pour rappel, l'agrément est accordé sur un titre professionnel spécifique, un plateau technique particulier et pour une durée déterminée. Ces informations doivent être là aussi maîtrisées par le responsable de session, qui doit bien sûr aussi maîtriser les référentiels qui sont associés au titre professionnel concerné. Ainsi, pour toute modification de localisation du site et du plateau technique, il est indispensable que vous fassiez une nouvelle demande d'agrément auprès de la DRIEETS. Si la DRIEETS, que ce soit le service régional ou les services départementaux, se rendent compte qu'une session d'examen s'est déroulée sur un autre site qu'un site agréé, il va de soi que la session sera invalidée avec toutes les conséquences que cela comporte pour les candidats qui, pour ceux qui auront réussi leur titre professionnel, seront dépossédés de celui-ci. Donc, le responsable de session doit s'assurer que la session d'examen se déroule conformément à la réglementation et dans de bonnes conditions. Et notamment, quand je dis conformément à la réglementation, c'est aussi conformément au référentiel d'évaluation du titre concerné. Il doit, de ce fait, sa présence est absolument indispensable sur l'ensemble de la durée de la session d'examen et sa disponibilité aussi. Il n'est pas possible qu'un responsable de session soit présent sur le site du plateau technique, mais mobilisé par une réunion
qui l'anime, par exemple, par une réunion autre qui mobilise sa présence, par une intervention, je ne sais pas, par exemple dans le cadre d'une formation ou autre circonstance. Donc effectivement, le responsable de session doit vraiment se trouver disponible pendant toute la durée de la session. Il peut être mobilisé à n'importe quel moment de la session d'examen. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, l'implication du responsable de session se fait dès l'amont de la session d'examen. Il va s'assurer et être garant de la programmation des sessions et de l'inscription des candidats à ces sessions, notamment en transmettant la programmation prévisionnelle annuelle ou semestrielle au service départemental dans le format défini par ce service qui indique les sessions donc prévues en différenciant les sessions titres et les sessions CCP. Pensez effectivement qu'en cas de réussite partielle, vous avez l'engagement à organiser des sessions CCP qui vont permettre aux candidats qui seraient en situation de réussite partielle de pouvoir finaliser l'obtention de leur titre professionnel. Donc, théoriquement, chaque organisme devrait créer des sessions titres et des sessions CCP, quitte si par comment dire, par situation, l'ensemble des candidats inscrits à une session titre sont tous reçus, eh bien, à ce moment-là, vous annulez les sessions CCP qui ont été créées et qui ne seraient pas, dont vous n'auriez pas besoin faute de candidats. Mais sachez effectivement que vous avez à donner cette possibilité aux candidats. Je prendrai les questions à l'issue de l'intervention. Vous devez aussi assurer la création de ces sessions avant et de toutes les sessions avant l'échéance du titre. Vous savez que vous avez la possibilité de créer des sessions d'examen pendant les 12 mois qui suivent l'échéance du titre, à condition, et c'est une condition obligatoire, que ces sessions d'examen aient été enregistrées dans l'applicatif avant la session du titre. Donc, au minimum, un jour avant l'échéance du titre. C'est important. De la même façon, vous devez créer les sessions d'examen 91 jours avant leur début. C'est une exigence de l'applicatif qui se justifie notamment pour des délais d'enregistrement et de transmission des DTE en temps et en heure. De la même façon, dans ce même délai, vous devez passer la commande des DTE. Donc, dans la majorité des cas, quand vous créez vos sessions d'examen et que vous identifiez le nombre de candidats que vous allez avoir sur cette session d'examen, dès la création de la session, poursuivez avec la demande de DTE. Vous devez aussi inscrire les personnes
Donc, comme je vous l'ai dit, à une session titre, toute personne formée doit pouvoir être présentée à une session titre, mais vous pouvez aussi et vous devez offrir la possibilité à une personne soit absente, soit en réussite partielle, soit en échec total, de pouvoir être présentée jusqu'à 3 sessions d'examen. Vous devez vérifier l'existence d'une fiche du candidat et notamment de savoir s'il existe déjà une fiche pour le candidat qui serait inscrit à une session CCP et qui serait dans un système de parcours progressif, d'acquisition progressive du titre professionnel. Et vous avez aussi, en amont de la session d'examen, l'obligation de rappeler que vous avez la possibilité, non, pardon, que les personnes qui sont en situation de handicap ont la possibilité de demander des adaptations des épreuves et de la session d'examen, sous condition effectivement de justificatif médical. Cette démarche doit être faite minimum 3 mois à l'avance, puisqu'une fois que vous avez collecté l'ensemble des informations, les dossiers sont à transmettre au service départemental qui considère avoir un délai à peu près de 3 mois pour traiter les informations. Donc, le responsable de session est aussi garant des conditions de préparation de la session d'examen. Donc, comme je vous l'ai dit, de commander en temps et en heure les DTE, de sélectionner 2 jurys habilités sur le millésime du titre professionnel. Et soyez particulièrement vigilants sur cet aspect-là lorsque la session d'examen se délivre, se réalise après l'échéance du titre. Sachez que les habilitations de jury tombent à l'échéance du titre et ne sont pas reconduites automatiquement lorsque le titre est prolongé ou pendant les 12 mois qui suivent l'échéance du titre. Il faut que les membres du jury fassent une démarche auprès du service départemental qui les a habilités pour obtenir une prolongation de leur habilitation. Donc, soyez vigilants sur ce point-là aussi. Les responsables de session doivent adresser une convocation à chaque candidat avec soit une remise en main propre contre signature, soit adresser ces convocations par courrier avec accusé de réception. Si vous utilisez un autre moyen de transmission, assurez-vous d'avoir un justificatif de réception de la convocation. Attention, si vous passez par CERES pour éditer les convocations, une fois que vous éditez ces convocations, tout est bloqué sur la session d'examen. Vous ne pouvez ni modifier les membres de jury, ni ajouter un candidat, et plus personne n'a la main. Ni vous, ni nous, ni même l'assistance. Donc, on vous encourage assez fortement dans la mesure où effectivement, un mois à l'avance, il peut y avoir des situations où vous inscrivez un petit peu au dernier moment un candidat supplémentaire, notamment un candidat VAE. N'hésitez pas à utiliser d'autres modalités d'édition des convocations, des modalités propres, plutôt que les convocations proposées par CERES. Mais vous pouvez bien sûr vous inspirer de leur contenu pour que vos propres éditions de convocation soient conformes à ce qui est attendu. Vous devez vous assurer que sur le plateau technique, soit affiché
différentes informations. D'une part, le règlement de la session d'examen, le planning des épreuves et le passage des différents candidats. Vous devez aussi mentionner s'il existe un ou plusieurs jurys, les salles auxquelles ces jurys sont affectés. Donc, en fait, toute l'information sur l'organisation et le déroulé de la session doit être affichée et accessible dans vos locaux. Ainsi, autre information pour tous les candidats, les sessions d'examen se déroulent obligatoirement en présentiel. Il n'existe pas aujourd'hui de titre professionnel qui puisse être passé, dont les sessions d'examen puissent être passées en distanciel, quelle que soit la modalité de formation mise en place. Alors, le responsable de session est aussi responsable de la conformité du plateau technique, bien évidemment, au regard du référentiel et du document organisateur glissé dans les DTE, qu'il pourra bien sûr consulter en amont de la session d'examen. Du planning du déroulement de la session, en s'assurant notamment que ce planning comporte bien une pause méridienne pour les membres du jury et éventuellement pour les candidats lorsqu'il y a des épreuves de mise en situation professionnelle qui sont très longues. Qu'il comprend bien un temps nécessaire au jury pour consulter les dossiers de chaque candidat, c'est-à-dire le dossier professionnel, les évaluations en cours de formation, les résultats d'épreuves éventuelles et les résultats de la mise en situation professionnelle lorsque les membres du jury n'ont pas assisté à ces épreuves-là. Ils doivent aussi s'assurer que les membres du jury accordent la même durée d'épreuve à chaque candidat. Même dans la situation où un candidat, dans le cadre d'une épreuve orale, est un petit peu sec, a du mal à développer sa présentation, son intervention. Il faut que les membres du jury, autant que faire se peut, à travers des questionnements, des sollicitations, permettent aux candidats d'utiliser l'ensemble du temps qui lui est donné dans le cadre de son épreuve. Si les membres de jury voient que le candidat est complètement sec et qu'il n'a rien d'autre à dire, il faut qu'ils s'assurent auprès du candidat que celui-ci, effectivement, n'a rien d'autre à ajouter pour mettre un terme anticipé à la session d'examen. Enfin, à l'épreuve, pardon. Donc, on a vu une présence indispensable lors de la session d'examen, car il doit pouvoir intervenir en cas de problématiques sur l'affichage des informations dans les locaux. Il doit assurer l'accueil des candidats avec la vérification de leurs pièces d'identité et de leur convocation. On vous encourage à faire à ce moment-là aussi une vérification de l'adresse postale du candidat, par exemple en lui faisant signer une feuille d'émargement et en attirant son attention sur le fait que l'adresse qui est mentionnée est celle qui sera utilisée pour la transmission des documents à l'issue des résultats de la session d'examen.
Et éventuellement que le candidat, si ce n'a pas été fait antérieurement, dépose bien les justificatifs d'obtention des prérequis qui seraient exigés par le référentiel. Le responsable de session assure aussi l'accueil des membres de jury. Il assure l'accueil du comédien ou de la comédienne et il garantit l'absence de communication pendant toute la durée de la session entre les formateurs et les candidats d'une part et les formateurs et les membres du jury d'autre part. Donc, il assure pendant la durée de la session d'examen la mise à disposition de l'ensemble des informations concernant les candidats aux membres du jury. Comme je vous l'ai dit, l'absence de lien entre les membres du jury et les candidats. Et puis, il assure aussi le non-usage de supports non autorisés par les candidats. Cette activité peut être déléguée aux surveillants lorsque, dans le cadre d'une mise à disposition d'une épreuve collective, l'épreuve est surveillée par un surveillant. Il s'assure du maintien de la conformité du plateau technique et du respect du planning. C'est le responsable de session qui ouvre l'enveloppe des sujets d'examen devant le candidat ou l'ensemble des candidats s'il s'agit d'une épreuve collective, qui s'assure que les membres de jury marquent bien le passage d'une épreuve à l'autre. Parfois, dans l'organisation de la session d'examen, un même candidat va passer les unes derrière les autres les différentes épreuves du titre professionnel. Il faut que les membres du jury, marquent bien la fin d'une épreuve et le début de la suivante. Il faut que ce soit clair pour le candidat. Il doit s'assurer de la récupération de l'ensemble des sujets à l'issue de chaque épreuve. Et il doit être en mesure d'intervenir pour contribuer à la résolution d'une situation exceptionnelle, voire de prendre la décision d'une suspension ou d'une annulation de la session d'examen si la situation le nécessite. D'où effectivement la mobilisation permanente du responsable de session tout au long de la durée de celle-ci. Il doit pouvoir être mobilisé et interpellé à n'importe quel moment. Il gère aussi avec les membres du jury l'éventuel retard d'un candidat, sachant qu'une épreuve ne sera pas rallongée pour un candidat qui arrivera en retard. Donc effectivement, si sur une épreuve d'une heure, par exemple, le candidat arrive avec 5 minutes de retard, effectivement, il sera pénalisé de 5 minutes, mais il a quand même un potentiel important de réaliser son épreuve correctement. S'il arrive avec 30 ou 40 minutes de retard, effectivement, il ne sera probablement pas pertinent que le candidat réalise son épreuve. De la même façon, s'il s'agit d'une session d'examen de CCP, il faut que le responsable de session soit au clair de savoir si le candidat doit passer son entretien final, c'est-à-dire si le CCP qu'il cherche à acquérir, voilà, excusez-moi, il faut qu'il s'assure si ce CCP va lui permettre d'acquérir l'ensemble du titre ou pas.
Et donc, qu'il s'assure, si c'est le cas, qu'il s'assure que le PV mentionne bien la petite case entretien final et que les membres du jury fassent bien passer l'entretien final au candidat. Du fait de tous ces éléments, comme je vous l'ai dit, je vous le redis encore une fois, la session d'examen ne peut pas se dérouler si le responsable de session n'est pas présent. De ce fait, je vous encourage vivement à toujours prévoir un plan B, c'est-à-dire d'avoir la possibilité, par exemple, de mobiliser le suppléant du responsable de session si nécessaire. D'où là aussi l'importance dans l'enregistrement des contacts sur CRS, que les contacts du responsable de session et de son suppléant ou de ses suppléants soient différents pour qu'ils puissent être alertés de manière différenciée si ça s'avère nécessaire. À l'issue de la formation, là aussi, le responsable de session est mobilisé. Il doit transmettre les sujets à l'expéditeur ou les détruire si la session est annulée. Et il doit, dans ce cas de figure, mentionner aussi dans CRS que la session est annulée et transmettre le PV au service départemental si l'annulation de la session intervient après la convocation des après la convocation après la convocation des candidats. Tout ceci pour effectivement pouvoir avoir des enregistrements clairs sur CRS. Il doit vérifier que les PV sont dûment signés et il les signe lui-même. Il s'assure de la récupération de l'ensemble des sujets et de leur destruction. Il s'assure de la validité, de la justification de l'absence ou non d'un candidat, de savoir si effectivement son absence est considérée comme justifiée ou non. C'est important dans cette démarche de possibilité d'inscrire un candidat à maximum 3 sessions d'examen dans les 12 mois qui suivent sa formation. Si son absence n'est pas justifiée, à ce moment-là, elle est décomptée des sessions auxquelles il peut être présenté. Il s'assure du bon transfert des PV signés et de l'ensemble des documents annexes au service départemental dans les délais requis, bien évidemment. Et il n'affiche les résultats de la session qu'une fois qu'il aura reçu la validation des PV qui lui sera transmise par le service départemental. Donc oui, il assure aussi l'archivage, des documents concernant la session d'examen, c'est-à-dire les fiches individuelles et les différents PV pour chaque candidat, et ceci pour une durée de 5 ans. Il est possible que le service départemental soit amené à vous demander ces documents, comme je vous l'ai indiqué antérieurement, dans cet espace-temps. J'en termine avec le rappel des adresses mail du service régional et des différents services départementaux. Vous aurez accès au support de toute façon.
Et je vous remercie pour votre écoute. Et pour ceux qui ont encore un petit peu de temps, je peux prendre quelques questions. Sinon, n'hésitez pas à les déposer dans l'espace Q et R. J'y répondrai par la suite. Je vous remercie beaucoup et je vais arrêter le partage. Voilà. Alors, je vais prendre l'intervention et donner la parole à Monsieur Rémi Jallet. Vous avez la main pour débloquer votre micro, Monsieur Jallet. Allez-y. Il faut que vous débloquiez votre micro, Monsieur Jallet. Je vous ai donné la main. Alors, je vous propose de passer à la demande suivante et vous reviendrez dès lors que vous aurez réussi à débloquer votre micro, pardon. Alors, il y a une personne qui se cache derrière DevelopCo qui a demandé à intervenir. Vous pouvez intervenir. C'est ça exactement. Excusez-moi, j'ai une petite question. En fait, on vient d'avoir des sessions d'examen NTC et en fait, j'ai plusieurs élèves qui ont réussi partiellement leur CCP et j'aurais aimé savoir, Non, est-ce qu'il faut ouvrir une session? Oui, non, en fait, qui ont réussi partiellement leur titre. voilà, leur titre, c'est ça, c'est ça. Ils ont validé un CCP et pas le deuxième. Oui, d'accord. Donc, pour la plupart, c'est le 33-17. Et en fait, j'aurais aimé savoir sur CRS, lorsqu'on ouvre une session pour les rattrapages, étant donné que j'en ai qui ont eu un échec total et d'autres qui ont validé partiellement, il faut ouvrir une session d'examen pour ceux qui ont fait l'échec total et une session d'examen pour ceux qui ont partiellement raté, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, D'accord. les durées de l'examen pour une session CCP et pour une session titre ne sont pas les mêmes. Donc, effectivement, il est important de dissocier les deux types de sessions. D'accord. Et dernière petite question, on a fait un changement d'adresse, mais pour le siège, pas pour le site. Et Oui, depuis qu'on a fait ce changement-là, on n'apparaît plus en tant que centre d'examen. c'est Est-ce que c'est normal. normal? C'est tout à fait normal puisque votre agrément est associé à un numéro SIRET. Et donc, si le numéro SIRET auquel est associé votre agrément est celui du siège, effectivement, comme le numéro SIRET a changé, vous n'apparaissez plus. Donc, il faut que vous nous transmettiez l'ensemble des informations pour qu'on puisse faire la modification dans CRS. D'accord. Donc, on n'a pas besoin de refaire une demande, etc. Il faut juste Non, vous envoyer alors, le changement. tout à fait. Et dans le cas où le plateau technique et son adresse n'est absolument pas modifié, vous n'avez pas l'obligation de repasser par une demande d'agrément. Mais il faut que vous nous transmettiez les informations, évidemment. Mais je crois que ma responsable vous a déjà transmis les informations. Je pense que c'est le temps de traitement qui est un peu long étant donné qu'on est en juillet. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. On est plusieurs à travailler sur les mails que vous nous adressiez. Oui, bien sûr. Si cela tardait un petit peu, n'hésitez pas à nous renvoyer un mail pour qu'il soit pris en charge au plus vite. Je vais maintenant donner la parole OK. à Angélique Savario. Vous pouvez débloquer votre micro.
Très clair. J'ai juste une question rapide. Est-ce que pour afficher les résultats, nous sommes obligés d'attendre le courrier de la DRIETS ou de la DETS ou est-ce que nous pouvons l'afficher à partir du moment où la session est validée sur CERES? Non, il vaut mieux que vous obteniez effectivement le retour de courrier du service départemental. D'accord. Oui, oui, Merci. tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que Monsieur Jallet a... Oui, Parfait. oui, bonjour, excusez-moi, Bonjour, je vous la en prie. caméra, voilà. Voilà. Donc, le micro est réapparu, je ne sais pas par quel miracle, mais en fait, j'ai pu le débloquer. Parfait. Moi, ma question, en fait, c'était par rapport au CCP. Il faut Oui. être agrémenté pour ça, parce que moi, dans notre agrément, on n'avait pas fait la demande quand on est partiellement. Alors, les demandes d'agrément ne portent que sur les titres. Il n'y a pas d'agrément accordé uniquement sur un ou deux CCP. Donc, par défaut, lors que vous avez un agrément sur un titre professionnel, vous êtes tout à fait habilité à organiser des sessions d'examen par CCP. D'accord. Là, par exemple, j'ai deux personnes qui ont, enfin, je regarde sur le PV ce qui a été noté. Donc, ils ont été refusés. Ah, mais ouais, soit on est refusé ou soit on est partiellement. Donc, quand on est refusé, il doit se représenter à la session d'examen. Ils doivent représenter une session titre. Oui, tout à fait. Voilà, Une session d'accord, oui, c'est d'examen différent. titre. Oui, tout à fait. Et ça, je dois l'inscrire dans les 12 mois qui Voilà. suivent le... Voilà. Et donc, ouais, ok. Ok. Bon, de toute façon, nous, on va le reconvoquer, quoi, évidemment. Oui, mais effectivement, dans le délai le plus court possible, c'est ce qu'il y a de mieux pour que Oui, effectivement j'ai une tout session le en octobre. voilà pour que Voilà. tout l'apprentissage assuré ne soit pas trop éloigné pour le candidat. D'accord. Voilà. Très bien. Et pour le candidat, vous avez bien expliqué tout à l'heure qu'un candidat qui est arrivé en retard, d'accord? Alors, par exemple, parce que le jury, il est souverain ou il n'est pas souverain, je ne sais pas. Par exemple, à l'écrit, je Oui, convoque tout le monde à l'écrit. L'épreuve, oui, nous, c'est le titre à la finale professionnelle sur le TEA. Ils viennent tous à 9h, on les convoque tous à 9h. Si j'en ai un oui. qui arrive à 10h, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est à vous de voir effectivement si vous acceptez le candidat ou pas en fonction de la durée de l'épreuve, sachant que l'épreuve ne sera pas décalée dans le temps pour lui. Alors, en fait, par exemple, si c'est 1 heure d'épreuve écrite, il arrive à 10h. L'épreuve est l'épreuve, terminée. voilà, donc il passera pas son épreuve. D'accord. Ok. Merci. Et du coup, probablement ne pourra pas suivre l'ensemble de la session d'examen, puisqu'en général, même sur une approche par CCP, les durées d'épreuve peuvent être différentes, mais rarement une épreuve est totalement supprimée d'un CCP à l'autre. Très bien, merci. Je vous en prie. Manuela Boussard, je vous donne la main pour le micro et la caméra. Oui, bonjour Madame Gouette, j'allume la Bonjour. caméra. Bonjour. En fait, j'ai une question qui me vient en direct de l'un des Centrafpa par référence au jury. Une candidate, une jurée, demande si elle peut être jury d'examen sur un nouveau millésime des titres alors que son habilitation est encore en cours. Donc, elle n'a pas encore été réhabilitée sur les nouveaux millésimes. Et un de ses collègues jurés lui a dit oui, il n'y a pas de souci, tu peux être présente et même signer les PV. Non, pas du tout. D'accord, voilà. Non, l'habilitation est obligatoire pour effectivement valider la présence d'un membre de jury à une session d'examen. Voilà, si elle n'est pas sur les bons millésimes, sur le bon millésime, tout à fait. Voilà, c'est juste pour lui donner la réponse en direct. Et après, en fait, j'ai une question qui arrive juste après celle de Monsieur Jallet.
les candidats qui arrivent en retard, mais l'épreuve, la mise en situation professionnelle elle dure par exemple 4 heures, 4h30. Il arrive en Mhm, retard d'1 heure. Vous mhm. avez dit qu'il peut participer, mais il n'aura pas de temps supplémentaire. Tout à Donc, fait. on peut quand même l'accepter, même si le responsable de session, il a déjà tout expliqué aux participants, aux candidats qui passent la mise en situation professionnelle, qu'il a déjà donné les consignes, etc. Il peut, c'est à l'arbitrage du responsable de session D'accord. Donc, qui c'est peut, lui qui prend la décision. tout à fait, qui prend la décision et qui évalue la pertinence de la présence du candidat sur une durée d'épreuve raccourcie. D'accord. Et sur les PV, on les met en absence justifiée ou injustifiée? Tout dépend. Tout dépend de la circonstance de son retard. Si c'est une panne de réveil, bah, c'est injustifié. Hein? Si c'est une grève de transport Hein? et qui peut justifier cette grève de transport, bah, c'est justifié. Enfin, voilà, Voilà, tout s'il dépend. y a quelque chose qu'il peut produire, on peut les justifier, sinon bah, ça Tout reste à fait. injustifié. Et Oui. si vous le permettez, j'avais posté un petit message pour la dame de Developco. Je ne sais pas si elle m'entend, mais en fait, elle a parlé de rattrapage des CCP. Il faut bien qu'elle coche dans la demande de CRS la petite case demande des grilles de l'entretien final pour ces candidats en rattrapage pour la capitalisation des titres. Tout à fait. Dans, Voilà. dans le cadre où il s'agit du dernier CCP Mm. permettant l'acquisition du titre. Voilà, parce que Effectivement. Oui. sinon elle n'aura pas la dernière grille. Donc voilà, c'est tout et je vous remercie pour le temps. Je vous en Merci prie. beaucoup. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez j'ai entendu, c'est à moi que vous parliez. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer, excusez-moi, parce que j'ai pas compris. Alors, Merci beaucoup. ce qui a été indiqué, c'est qu'effectivement, quand des candidats sont en réussite partielle, que vous organisez des sessions CCP pour les CCP non acquis. Sur la session d'examen d'acquisition du dernier CCP permettant aux candidats d'obtenir le titre professionnel par capitalisation, ne pas oublier de le mentionner dans la session de manière de cocher la case entretien final qui permet d'avoir les grilles d'évaluation ad hoc et qui va permettre ensuite, lors de la validation des résultats de la session de CCP, que le candidat puisse recevoir son titre professionnel s'il a réussi. D'accord. C'est Oui, juste une parce que petite case à cocher. j'en ai un qui est... D'accord, parce que j'en ai un, il a réussi le CCP 33-18. En fait, il a réussi le deuxième et pas le premier. Donc, OK, Mais merci. peu C'était bon à importe savoir. l'ordre, peu importe l'ordre. En fait, c'est juste une question de OK. capitalisation. Si vous avez une question complémentaire sur ce point-là, n'hésitez pas à interpeller le service départemental dont vous dépendez. Ils seront en OK, mesure d'accord. de répondre, de vous guider sur la démarche. D'accord, Je, merci beaucoup. je donne la parole maintenant à Patricia Ploutu. Vous avez la main. Bonjour, bonjour à Bonjour. tous. Oui, j'avais plusieurs questions. La première, elle concerne les sessions de rattrapage. Moi, je travaille sur le TP MUM et il vient, je crois, en échéance en début d'année 2026. Je l'ai commencé, je vais commencer cette année, donc ma première session d'examen va intervenir en octobre-novembre. Il me semblait que France Compétences exigeait auprès de certains certificateurs qu'il y a un délai au minimum de 6 mois entre la première session initiale et la session de rattrapage. Vu que vous nous avez précisé, vu que vous nous avez précisé qu'il fallait faire les sessions de rattrapage avant l'échéance du titre, pour ma part, entre octobre, la session initiale, et février, je crois, qui est l'échéance du titre, comment je peux faire pour faire ces deux ou trois sessions de rattrapage?
Alors, il y a plusieurs points. D'une part, il n'y a pas de, comment dire, de minimum, de temps minimum entre une session d'examen initial, titre, et une session dite de rattrapage sur un CCP. Vous pouvez le faire dès le lendemain si vous l'avez prévu comme ça dans votre calendrier, potentiellement, hein. Ah, d'accord, Ça, parce c'est que un moi, je suis certificateur, enfin, notre centre est certificateur sur d'autres titres. Et nous, France Compétents, nous a exigé qu'on respecte un délai de 6 mois pour que l'apprenant, enfin, le bénéficiaire, puisse retravailler, et notamment sur une partie de professionnalisation, les CCP. Donc, je suis étonnée, mais bon, peut-être. Mais Après, chaque certificateur a ses propres règles. Hmm. Effectivement. Donc effectivement, pour certains certificateurs, il peut y avoir ce délai de 6 mois qui soit exigé. Bien évidemment, tout dépend aussi de la nature de l'échec du candidat. Est-ce que effectivement, il ne s'est pas du tout approprié comment dire, le contenu de la formation et du coup, effectivement, il va lui falloir du temps pour intégrer l'ensemble des éléments, ou est-ce que c'est qu'il y a eu un trou noir, une panique ou je ne sais quoi, alors qu'il a acquis les choses et que bah, finalement, très rapidement, il peut être en capacité d'obtenir son titre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ce que je vous ai dit, ce n'est pas que les sessions d'examen doivent être organisées avant l'échéance du titre, doivent être tenues avant l'échéance du titre. Elles doivent être créées dans CRS avant l'échéance du titre, mais elles peuvent s'étirer sur les 12 mois qui suivent. D'accord. Voilà. OK. Hein, donc, Et j'avais effectivement, une ça autre. vous donne le temps. Allez-y. Merci pour votre réponse. J'avais une autre question. Alors, c'est plus un problème personnel. Je suis habilitée sur la région Centre-Val de Loire. J'ai fait la même demande d'habilitation sur la DRITS Île-de-France, avec les mêmes exigences sur les plateaux techniques. Or, on me bloque, enfin, on me demande des modifications sur les photos et les plateaux techniques. Je n'arrive pas à savoir quelle est la problématique sur mon plateau technique. Est-ce qu'il est possible d'avoir une personne en téléphone et non pas par mail pour avoir les explications, pour apporter les modifications? Parce que Alors, oui. la compréhension du plateau technique pour le bon déroulement des sessions, elle est bonne puisqu'elle a été validée par la DRITS Centre Val de Loire. C'est juste une question de différence de salle d'un site à l'autre. Donc, je ne comprends pas pourquoi l'exigence de la DRITS Île-de-France n'est pas la même que la DRITS Centre Val de Loire. Alors, effectivement, les DRETS ont leur autonomie sur les modalités de fonctionnement. En Île-de-France, on est face à un certain nombre de situations frauduleuses, comme ce qui a été mentionné en début d'intervention. Pardon. Et donc, effectivement, nous avons peut-être des exigences plus importantes sur les justificatifs que ce qui est demandé dans d'autres régions. Voilà. Après, on vous indique quand même un certain nombre d'informations sur les points de blocage qui nous conduisent à ne pas accepter une demande d'agrément. Et en général, si vous appuyez sur le référentiel, dans le détail du référentiel, vous trouverez les éléments qui posent problème. Mais on peut échanger au téléphone, il n'y a pas de souci. Oui, je préférais parce que si vous voulez, on fait des allers-retours par mail et je pense que j'ai une incompréhension sur ma problématique de plateau technique et j'aimerais pouvoir en échanger directement avec une personne physique. Très bien. Merci Mais à vous. écoutez, je vous en prie. Je donne la parole à Pauline Olivier. Vous avez la main pour débloquer votre micro.
Je suis désolée, du coup, je vais donner la parole à la personne suivante pour vous laisser le temps de débloquer votre micro. Donc, je donne la main à Cédric Salingue. J'espère que je prononce correctement. Débloquez votre micro si vous voulez intervenir. Alors, je poursuis. Je donne la main à José Pereira. Attendez, c'est Cédric Salingue. Oui, allez-y. Oui, une petite question. Bonjour à tout le monde. En fait, notre titre professionnel arrive à échéance au mois d'août Oui, et l'agrément aussi. Et oui, le millésime a changé, oui. donc on doit refaire un nouvel agrément. Est-ce qu'il faut que je fasse un renouvellement d'agrément ou je fasse une nouvelle demande sur le nouveau millésime? C'est la même chose. C'est la même chose, mais C'est l'intitulé n'est pas du tout le même. Ah, donc c'est pas un renouvellement d'agrément. De toute D'accord, façon, c'est un agrément. Il n'y a pas de renouvellement automatique, sauf d'accord, cas exceptionnel. Et à ce moment-là, effectivement, la durée de validité du titre professionnel est prolongée et de l'agrément, du coup, est prolongée. Mais donc, c'est une demande d'agrément que vous devez faire. d'accord, c'est une nouvelle demande d'agrément. Ok, Oui, merci à vous. voilà. En vous Merci, appuyant, bien bonne sûr, journée. sur le référentiel Le nouveau idoine. référentiel du nouveau Tout millésime, à oui. fait. Voilà. D'accord. Merci à vous. Je vous en prie. Bonjour, Bonjour. donc José Pereira. J'avais une question concernant les candidats qui se présentent en session d'examen. On démarre la session, ils ont le sujet entre les mains et ils quittent la session quelques secondes après. Ces candidats doivent-ils être indiqués comme présents à la session et en échec ou doit-on les mettre absents de la session? Comment se fait-il qu'un candidat se présente Alors, et parte ça immédiatement? nous est arrivé, dès qu'il voit le sujet d'examen, il a l'impression de ne rien comprendre. Et il demande à quitter la salle. Ça nous est arrivé la semaine dernière, par exemple. Du coup, il est en échec? Sachant qu'il n'a pas pu être évalué par le jury, puisqu'il n'a rien produit et il n'a pas passé ses oraux. Oui, mais c'est comme s'il remettait effectivement une page blanche à la partie écrite. D'accord. Donc effectivement, il est soit alors après, vous avez la possibilité soit de le mentionner en échec ou en Ouais. absent. Nous, on l'a mis Mais en absent et on a indiqué qu'il était en réalité présent pendant quelques secondes. d'accord. Mais à Mais ce moment-là, c'est de l'absence injustifiée. d'accord. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Mm. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, je vais peut-être prendre encore une ou deux questions et puis ensuite, je répondrai aux questions QRH ultérieurement. Si vous n'avez pas eu les éléments à vos questions, n'hésitez pas à me contacter ultérieurement par mail ou par téléphone. Il n'y a pas de souci. Madame Bridard, je vous donne la main. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Je vais allumer ma caméra. Voilà. Bonjour. Moi, Bonjour. j'avais une question au regard de l'assiduité des candidats. J'ai bien compris qu'on avait une obligation de présenter les candidats à l'issue de la formation. Maintenant, un candidat qui aurait été absent plus de la moitié, imaginons, de la formation, est-ce qu'on a quand même l'obligation de le présenter à l'examen? Je vais botter en touche dans la mesure où nous ne nous occupons pas de la partie formative. Alors, D'accord. après soit effectivement, vous êtes en mesure de justifier que la personne n'a pas suivi la formation pour une partie importante.
Et à ce moment-là, effectivement, vous avez des éléments justificatifs. Alors, cette obligation, elle est particulièrement vraie lorsque le candidat mobilise une modalité de financement de services publics ou de son CPF, puisqu'en fait, la mobilisation du CPF, comment dire, implique qu'il s'agit d'une formation certifiante et donc elle doit bien conduire à la certification et donc à la présentation. C'est le cas parce que nous, on est sur des titres ADVF, RCSAD conventionnés effectivement par la région ou par France Travail. Donc, c'est effectivement le cas. Donc, effectivement, si vous avez les justificatifs indiquant les absences répétées de la personne, à ce moment-là, effectivement, ces justificatifs peuvent justifier que vous n'ayez pas présenté le candidat. Après, vous pouvez aussi, de toute façon, inscrire le candidat à une session d'examen. Il se présente ou il ne se présente pas, il réussit ou il réussit pas. Mais a priori, si il n'a pas suivi la formation, ça va être compliqué pour lui d'être en réussite. C'est ça. Mais après, effectivement, comment juger à partir de combien d'heures d'absence on considère qu'on ne présente pas? Voilà, c'est pour ça que je voulais avoir votre avis sur cette question-là, en fait. C'est pour ça qu'on vous encourage plutôt à l'inscrire à une session d'examen et à le convoquer. Et voilà, advienne que pourra. D'accord. Et j'ai juste une autre petite question. Il me semblait qu'avant, on avait la possibilité de désinscrire un candidat jusqu'à la veille de l'examen. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas? C'est le cas si vous n'avez pas édité les convocations par le biais de CRS. Comme je vous l'ai indiqué, le fait d'éditer les convocations par le biais de CRS bloque toute modification sur la session d'examen ensuite. OK. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, je vais prendre encore une ou deux questions. Et puis après, je vous proposerai d'en arrêter là et j'y répondrai de façon individuelle. Donc, je prends Ophélie qui a demandé la parole. Oui. Bonjour. Ah, vous aviez ouvert votre micro. Voilà. Est-ce que là, c'est bon? Oui. Parfait, merci. Merci de m'avoir donné la parole et merci pour cette présentation. Je rebondis sur la dernière question qui vient de vous être adressée sur l'inscription des candidats pour le passage de l'examen. La question que j'avais, c'est moi, j'ai une... Donc, je suis sur le titre de CDA notamment. J'en ai d'autres, mais c'est celui-ci le principal. Et en fait, mes candidats, pour pouvoir être présentés à l'examen, doivent notamment justifier d'une situation un stage, une alternance de minimum 6 mois. On est d'accord que si ils ont pas... je n'ai pas d'obligation d'inscrire mes candidats au passage de l'épreuve si ils n'ont pas été en règle sur ce point-là. Parce qu'en fait, j'ai pas mal d'étudiants qui ont des ruptures de contrat, des choses comme ça, et qui n'ont pas ces 6 mois, en fait. Est-ce que j'ai une obligation de les inscrire quand même ou pas? Alors, en général, sauf erreur de ma part, dans les référentiels, c'est un nombre d'heures qui est mentionné plutôt qu'une durée. Donc, effectivement, si le référentiel mentionne cette obligation et indique qu'un justificatif de la réalisation de ce temps en entreprise doit être apporté au moment de la session d'examen, effectivement, les personnes seront refusées si elles n'ont pas ce temps en entreprise. Très clair, merci. Et pareil, j'ai des évaluations en cours d'année, j'en ai 2 notamment. Donc moi, les règles pour que les candidats puissent passer cette certification, c'est de valider ces évaluations. Et là, j'ai l'impression que du coup, même si ce n'est pas validé ces évaluations, il faut quand même les inscrire à la certification. Okay. Tout à fait. Ça, c'est pas une pratique. Ok, bon, faut qu'on
qu'on se mette Voilà. au pas là-dessus. Ok, très clair. Ensuite, j'ai 2 autres petites questions et je monopolise pas plus la parole. La première, c'était est-ce que mon responsable d'organisme peut aussi être la même personne que ma responsable de session d'examen? Oui, tout à fait. Ok, Dès lors que la personne est totalement disponible pendant oui, la durée de la session parfaitement d'examen. clair. Parfaitement clair. Autre question, par rapport à la transmission de la programmation prévisionnelle annuelle ou semi-annuelle, elle se fait par quel biais? Parce que je ne crois pas aujourd'hui qu'on le fasse systématiquement. Il faut que vous fassiez le point avec votre service départemental. Ah, très bien. Ok, donc à écrire au service départemental. Et enfin, dernière question, est-ce que le jury a un maximum de candidats journalier? Moi, mes épreuves, elles durent 2 heures par candidat en laissant le temps de prendre connaissance, etc. Et il me semblait que je ne pouvais pas leur faire présenter un jury. Je ne pouvais pas présenter plus de 3 candidats. Est-ce qu'il y a comme ça des règles édictées à connaître ou pas du tout? Non, il n'y en a pas. C'est plutôt effectivement la durée des épreuves qui gère cette possibilité-là. Et puis l'acceptation des membres du jury aussi. Oui, d'accord. Effectivement, si vous vouliez, par exemple, faire passer 5 candidats sur une journée, donc mobiliser le membre du jury pendant 10 heures plus une coupure méridienne, les membres du jury pourraient très bien dire bah non, écoutez, c'est pas possible pour nous. Voilà. Mais non, il n'y a pas de réglementation là-dessus. Ok, bah, très clair. Eh ben, merci infiniment pour tous les éléments de réponse et je monopolise plus la parole. Je vous en prie, bonne journée. Je donne la parole à Lamine. Est-ce que je peux poser une question? C'est une nouvelle fois, Monsieur Jallet. J'ai mon micro qui Allez-y. fonctionne. C'est par rapport, justement, nous, on a un cursus de formation et on a certains, des fois, qui peuvent être absents dans un cursus. Mais ma question, elle est-ce que je suis obligé de l'inscrire à l'examen quand même? Oui. Je suis dans l'obligation d'inscrire. Oui. D'accord. Enfin, c'est ce qu'on vous conseille parce qu'effectivement, si vous devez justifier auprès d'un financeur l'inscription, le fait que vous avez emmené le candidat jusqu'à la certification, bah, effectivement, c'est plus simple pour vous de l'inscrire, même si la personne après est absente. D'accord. Ok. Du coup, je prends une dernière. Merci beaucoup. Je vous en prie. Lamine, allez-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. C'est très clair. Juste une question par rapport aux promotions, c'est-à-dire, est-ce qu'un organisme habilité peut utiliser les promotions sortant pour déposer son propre titre au RNCP? Je ne comprends pas votre question. La question, c'est que j'ai des promotions, c'est-à-dire j'ai une cohorte que je vais passer aux examens. À la réussite des examens, ça Oui. constitue une promotion pour déposer un titre au RNCP. Est-ce que je peux me servir des promotions délivrées que j'ai délivré des titres pro et attendez, là je m'emmène les pinceaux. Ma question est, pour déposer un titre au RNCP, il faut avoir des promotions. D'accord? Non, alors attendez. Non, ça c'est pour déposer des certifications qui vous seraient propres. Oui, c'est ce que je demande. Ben oui, mais du coup, il faut avoir des promotions sur ce projet de certification. Donc, ça n'a rien à voir avec les titres professionnels. Donc, ce que je veux dire, c'est que est-ce que je peux me servir des titres professionnels pour aller déposer un titre au RNCP? Mais comme je vous le dis, ça n'a rien à voir, puisque ce que vous devez faire, c'est justifier de promotion sur le projet de la certification que vous mettez en place et que vous souhaitez faire reconnaître, et non pas sur les titres professionnels. Ok, donc ce n'est pas possible. Merci Non, beaucoup, ça c'est non, très non, clair. ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement distinctes. Merci, c'est très clair. Donc, au vu du dernier décret relatif aux certifications professionnelles, est-ce que les conditions d'habilitation ou d'agrément vont évoluer?
C'est-à-dire? C'est-à-dire le décret qui a été publié le 6 juin 2025 par rapport à la section qui est dédiée aux habilitations. Il est mentionné que les habilitations, les demandes d'agrément pourraient évoluer. Le 6 juin 2025, 2025, il oui. y a un décret relatif aux certifications professionnelles avec les modifications des conventions d'habilitation, que ce soit au niveau du ministère ou des organismes certificateurs. Oui. Donc, je me pose la question pour savoir, est-ce que les demandes d'agrément au niveau de la DRIEES vont évoluer au regard de ce décret? Il est possible effectivement qu'il y ait une petite évolution dans le formulaire de demande d'agrément. Après, je n'ai pas pris connaissance de spécifiquement de ce décret, donc je peux guère vous en dire plus là pour le moment. Parfait, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Mais donc effectivement, s'il y avait des modifications, on vous en tiendrait informé, bien évidemment. Parfait. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Je prends une toute dernière question et puis après on arrêtera là. Je vais donner la parole à Link RH. Vous pouvez débloquer votre micro. Bien, mais écoutez, à défaut de déblocage de micro, je vous propose d'en rester là. Je reste de toute façon à votre écoute. Le support va être mis à votre disposition, ainsi que l'enregistrement si vous étiez bien inscrit au webinaire. Si vous n'arriviez pas à accéder à l'un ou à l'autre, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ils vous seront adressés par mail ou les liens vous seront transmis par mail. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir.